ophtalmique, la deuxième branche maxillaire supérieure et la troisième branche maxillaire inférieure. Il y a également le nerf glossopharyngien qui est la neuvième paire crânienne qui véhicule donc les stimuli à partir de l'oreille, la trompe de Eustache, du tympan, le naso-l'oropharynx ainsi que le tiers postérieur de la langue, les parotides et bulbes carotidiens. Le vague, le fameux nerf vague, donc qui innerve la muqueuse du pharynx, le larynx, responsable donc incriminé dans le réflexe de tout, ainsi que la peau rétro-auriculaire et le méa auditif externe. Ça, c'était juste un rappel anatomique, fonctionnel, qui est censé être prérequis, important donc à la compréhension du mécanisme de ces douleurs. Arrivons maintenant à la physiopathologie de façon brève. Donc, il faut s'imaginer que qu'est-ce qui peut provoquer une douleur? C'est principalement le principe général, c'est toute atteinte de ces structures sensibles de la tête, donc du crâne ou de la face, que ça soit l'atteinte, qu'elle soit d'origine inflammatoire, qu'elle soit d'origine infectieuse, ou également néoplasique. Ça peut provoquer une douleur. C'est ce qu'on appelle les algies crânio-faciales symptomatiques. Le terme symptomatique veut dire secondaire. Donc, secondaire à une atteinte organique bien déterminée. À l'opposé, donc, des algies crânio-faciales qui sont de type primaire. Primaire, il s'agit soit donc d'une anomalie fonctionnelle de ces structures, notamment vasculaires. Donc, il s'agirait donc d'une vasodilatation qui est le principal mécanisme rencontré au cours des types les plus fréquemment répandus des douleurs crânio-faciales, c'est la migraine. Et puis également, c'est le même mécanisme qui régit également la physiopathologie des algies vasculaires de la face. Comme également, ces céphalées, donc, ou ces algies crânio-faciales primaires peuvent être également d'origine soit vasculaire, j'ai dit, ou bien d'origine neurologique. Neurologique, c'est de la névralgie, le terme, douleur neurologique, donc est appelée névralgie par atteinte du nerf et qui est sans cause. Pour cela, on l'appelle essentielle et c'est le cas de la névralgie essentielle du trijumeau, le fameux nerf donc trijumeau, ce 5, c'est le principal nerf donc responsable de la sensibilité avec un versant sensitif très important, subdivisé en 3 branches, qui est responsable de l'innervation sensitive donc de l'hémiface au niveau de ces 3 branches, et également il a un versant moteur. Donc, et enfin, le mécanisme, des fois, si la douleur, elle n'est ni secondaire, un processus pathologique organique de la tête, donc et de la face, du crâne, ni à un processus, donc une anomalie fonctionnelle vasculaire, ni neurologique, elles peuvent être, enfin, uniquement d'origine psychogène. C'est ce qu'on appelle les algies psychogènes, les céphalées de tension, qui restent toujours un diagnostic d'élimination. Donc, passons sans tarder au vif du cours, c'est l'analyse sémiologique. L'analyse sémiologique de chaque type de ces douleurs qu'on vient donc de citer. Les algies, on va voir les algies crânio-faciales primaires et les algies crânio-faciales secondaires. Enfin, les céphalées psychogènes, s'il n'y a rien, elles sont d'origine psychogène. Donc, donc, la caractéristique commune, donc comment on va se procéder à l'analyse devant toute douleur, tout en sachant que la douleur est le motif, c'est le premier motif de consultation, quelle que soit la discipline. En cardiologie, vous avez vu, en neuro, en pneumo, tout ça. Ici, dans le module de neurologie, la douleur également, donc d'où il faudrait donc avoir
ce procédé d'une façon très systématique, très systématisée, afin de pouvoir établir avec précision les caractéristiques sémiologiques de cette douleur, parce que selon ces caractéristiques, l'analyse fine, donc du siège de la douleur, de son type, du début de l'installation et le mode de l'installation, ainsi que son évolution dans le temps, quel est le facteur déclenchant, quels sont les facteurs aggravants, quels sont les facteurs sédatifs de la douleur, quels sont les antécédents du patient, les antécédents à lui, du point de vue neurologique, du point de vue traumatique. Docteur Bilaïd, s'il vous plaît, si vous nous entendez, on ne vous entend pas. Il faut qu'il parle aussi. Rebonjour. Est-ce que vous m'entendiez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Dites-nous, est-ce que vous arrivez à suivre? Vous êtes arrivé à quelle partie, s'il vous plaît? Parce que là, il y a la connexion qui s'est perdue. L'analyse sémiologique. On est dans les temps. Très, très bien. On continue. Est-ce que vous arrivez à suivre? C'est clair, oui. Jusqu'à maintenant. Oui. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez poser des questions entre-temps. D'accord? Oui, c'est clair. C'est bon, on continue. Donc, revenons donc à l'analyse sémiologique. Le siège de la douleur, d'abord, comme toute douleur, il faudrait préciser le siège de la douleur pour s'orienter déjà. Très bien, merci. Ensuite, après le siège de la douleur, le type de la douleur. Le type, et je précise, donc le type de la douleur, il permet vraiment particulièrement de nous orienter, oui. On n'a pas entendu le siège. Ah bon, d'accord. Ouais, mais là, c'était juste… D'accord, ok, je vais reprendre. Donc, on va reprendre l'anamnèse, l'analyse sémiologique. Donc, elle comportera donc une anamnèse bien menée afin de préciser les caractéristiques de la douleur ainsi que l'examen neurologique. On va commencer par l'interrogatoire. Tout d'abord, il doit préciser l'interrogatoire, le siège exact de la douleur. Est-ce que c'est une douleur qui siège au niveau de la face? Est-ce que c'est une douleur qui siège au niveau de la tête? En interrogeant votre malade. Est-ce que la douleur, on va dire, au niveau du crâne, est-ce qu'elle est localisée? Est-ce, par exemple, une douleur en casque qui prend tout le crâne? Par exemple, une douleur en casque, ça nous orientera vers de la chicée, par exemple. Donc, c'est une douleur qui diffuse. Avec le type, elle va orienter vers, vraiment, elle est d'une grande orientation étiologique. Est-ce que la douleur, elle est localisée? Par exemple, une hémicranie. Une hémicranie, c'est habituellement observé au cours de la migraine. Mais même la migraine, elle peut être bilatérale, secondairement
Est-ce que c'est une douleur fixe qui siège au niveau donc d'un territoire particulier? Elle est fixe, toujours fixe. Est-ce que c'est une douleur qui change de siège? Tantôt, elle est pariétale, l'autre fois, elle est temporale, puis elle est frontale, elle n'a pas de siège fixe. Donc, est-ce que la douleur, elle est au niveau de la face? Et par exemple, au niveau de la face, également, il faut préciser, est-ce que la douleur, elle est unilatérale ou elle est bilatérale? Est-ce qu'elle occupe toutes les mi-faces ou certains territoires, tels que la douleur du trijumeau? C'est une douleur en fonction, généralement, nous avons l'atteinte maximum de branches. Le plus souvent, c'est une branche qui est douloureuse. Donc, est-ce qu'elle prend un territoire particulier qui correspond donc à la branche trigéminale en question, au niveau frontal ou bien au niveau du maxillaire supérieur ou maxillaire inférieur. Ensuite, on va passer à analyser donc le type de la douleur. Le type, c'est un élément très, très important pour l'orientation également étiologique. Donc, une douleur pulsatile. Douleur pulsatile, elle fait penser, orienter à une douleur d'origine vasculaire. Tout ce qui est pulsatile est vasculaire. Exemple, une douleur vasculaire, prime C, la migraine, la douleur vasculaire de la face. Une douleur qui est constrictive, elle est encore plus insupportable. Constrictive en casque, c'est l'HIC, c'est la boîte crânienne qui est inextensible. La douleur, elle est vraiment angoissante, elle est en étau, constrictive en casque. Une douleur à type de décharge électrique, par exemple, elle se voit, c'est la décharge électrique, ça fait allusion à tout ce qui est neurologique. C'est la névralgie trigéminale, elle est de type électrique. La douleur, par exemple, vasculaire de la face, également, c'est une douleur déchirante, très angoissante, plus importante qu'une douleur de la migraine. Donc, l'évolution dans le temps est plutôt avant l'évolution dans le temps, le mode d'installation. Un mode d'installation qui est progressive, précédé par des prodromes. Ça se voit plutôt au cours de la migraine. Donc, un mode d'installation brutal, suraigu, comme un tonnerre dans un ciel serein. Il se voit au cours de la douleur vasculaire, des algies vasculaires de la face. C'est une grande douleur insupportable. Également au cours de la névralgie trigéminale, qui est insomniante, très intense et suraiguë. L'accès, il est vraiment brutal. Par contre, la migraine, généralement, nous avons toujours des prodromes qui précèdent l'apparition, qui prédisent donc la survenue. On voit venir la crise migraineuse. Donc, l'évolution dans le temps. Généralement, ce type de douleur, ça évolue par des paroxysmes ou crises douloureuses. Ces crises douloureuses, elles peuvent s'étaler sur la journée, sur l'heure, sur la journée, voire sur donc des semaines. Par exemple, la crise douloureuse, c'est des paroxysmes. Pour chaque accès, l'accès migraineux en soi, il dure de quelques heures à 3 jours, on va dire au maximum. Par contre, on va voir ensemble les autres types. C'est une douleur qui est permanente, mais sur ce fond permanent, il y a des paroxysmes douloureux. Et également, il est important de préciser, est-ce qu'entre les paroxysmes, les crises douloureuses, il y a disparition totale de la douleur ou bien il persiste un fond douloureux chronique qui est moins important et avec ces exacerbations, ces crises douloureuses. Tout ça, c'est important donc à connaître. Donc, et les facteurs déclenchants. Qu'est-ce qui déclenche la douleur chez le patient? On doit lui demander, donc lui poser cette question. Est-ce la prise d'aliments particuliers, certains types d'aliments? Le chocolat, c'est des substances vasodilatatrices ou bien au contraire, la privation de certains aliments. Par exemple, prise de café, la caféine par rapport les migraineux, le saut d'un repas.
Ça, c'est des éléments, on sait tous que c'est des éléments qui favorisent le déclenchement de la crise migraineuse chez les patients qui souffrent donc de migraine. Des éléments psychologiques, des contrariétés, un stress intense, ça peut déclencher la migraine ou bien les céphalées de tension ou les céphalées psychogènes. Donc, des facteurs mécaniques, c'est plutôt également soit tous les forces, des facteurs mécaniques, on peut le voir de différents côtés. Donc, soit des facteurs tels que l'atout, l'effort qui élève la pression du LCR, par exemple, il y a de la chicée et l'effort, l'atout, toutes les manœuvres qui risquent d'élever la pression du LCR peuvent donc aggraver la céphalée, ou bien également c'est des facteurs aggravants dans certains types de douleurs, par exemple, au cours de la migraine, on sait que l'effort aggrave la crise migraineuse. Au contraire, donc, les patients ont la tendance à s'isoler, se reposer, s'allonger dans une pièce qui est obscure. Donc, les variations thermiques également, ça peut être un facteur déclenchant. Donc, le chaud et le froid et surtout donc l'exposition à une chaleur intense par rapport aux douleurs, ce qu'on avait expliqué au début, les douleurs vasculaires. Elles sont primaires, elles sont liées à un trouble vasomoteur fonctionnel primaire. Il y a une vasodilatation excessive qui est à l'origine de la migraine et les algies vasculaires de la face. Donc, la tension visuelle, les stimulations lumineuses intermittentes, ça nous rappelle la crise migraineuse qui est le type de céphalée le plus commun, c'est le plus fréquemment rencontré en pratique courante. Également, il faut demander aux patients quels sont les facteurs sédatifs qui soulagent. Le froid, c'est une douleur vasculaire. Le repos, donc l'éviction de la lumière, parce que le patient il a une photophobie, et l'éviction du bruit, la phonophobie, qui sont typiques du patient migraineux. Également, le sommeil. Il y a des douleurs qui cèdent au sommeil. Il y a des douleurs qui sont insomniantes et des douleurs qui cherchent. Et elles demandent le sommeil. La douleur de la migraine demande le sommeil parce que c'est un facteur soulageant, sédatif. Et généralement, la crise, elle cède après une bonne nuit donc de sommeil, alors que la névralgie, la névralgie trigéminale ou bien les algies faciales vasculaires de la face, c'est des douleurs qui sont insomniantes et elles s'opposent donc au sommeil. Donc, les antécédents également, il ne faut pas oublier donc de chercher les antécédents du patient parce qu'on va construire un diagnostic. C'est quoi comme douleur? Une étiquette clinique. Les antécédents, ça joue un rôle très important. Est-ce que c'est une famille de migraineux, par exemple? On sait que la migraine, généralement, il y a ce socle familial et c'est des familles de migraineux. Est-ce qu'il y a des antécédents de traumatisme crânien, même ancien, chez le sujet âgé, même un antécédent ancien de traumatisme crânien, c'est par rapport à tout ce qui est hématome, donc intraparenchymatose, surdural, extradural. Donc, les antécédents également neurologiques du patient. Peut-être que le malade, il est suivi pour une affection bien donnée. Les traitements que le patient prend. Il y a des traitements qui sont vasodilatateurs et qui aggravent la vasodilatation lors des céphalées donc d'origine vasculaire. Également, les antécédents, et surtout ça, j'insiste sur les antécédents cardiovasculaires du patient. Donc, est-ce qu'il est hypertendu? Est-ce que son HTA est bien contrôlé? Peut-être cette céphalée, elle annonce la survenue d'un AVC, soit ischémique, ou bien également, donc c'est le témoin d'un AVC hémorragique qui est en train de se constituer. Les antécédents infectieux, les antécédents néoplasiques par rapport aux probables métastases cérébrales. Et puis, vers la fin, bien sûr, on interroge le malade et on complétera notre examen neurologique qui doit être complet. Vous allez voir quels sont les éléments de l'examen neurologique. Dans le but de l'examen neurologique, c'est de préciser est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des signes neurologiques de focalisation.
Ça sous-entend quoi? La présence de signes neurologiques de focalisation, c'est-à-dire la focalisation, c'est des signes neurologiques déficitaires retrouvés lors de notre examen, soit donc lors des tests de la motricité ou bien de la sensibilité ou lors de l'étude des paires crâniennes ou de la coordination. Donc c'est ça. Donc la présence de signes neurologiques focaux atteste d'une urgence neurologique, c'est qu'il ne faut pas banaliser cette céphalée et dire que, par exemple, patient, il a une migraine, c'est qu'il faut pousser la prise en charge et l'exploration à la recherche d'une cause plus sérieuse. Donc, plus le fond d'œil, vous allez voir que le fond d'œil, il fait partie intégrante donc de l'examen neurologique, justement, il permet une orientation devant une céphalée. L'urgence, la première, c'est d'éliminer une HIC. Alors, recherchez également, c'est l'HIC qui va se manifester au fond d'œil par un œdème papillaire, la papille qui est la tête du nerf donc optique, ou bien la présence, par exemple, d'hémorragie au fond d'œil, qui est un signe annonciateur d'alarme d'une hémorragie, d'une éventuelle hémorragie cérébrale, donc méningée. Également, sans oublier donc de compléter notre examen, cette approche d'analyse sémiologique par, bien sûr, la prise de la pression artérielle. Éliminer une urgence hypertensive, des céphalées peuvent être le reflet d'une urgence hypertensive, d'une encéphalopathie hypertensive, voire d'un accident vasculaire suite à un pic hypertensif, tout simplement. Très bien. Maintenant, on va se procéder donc à l'étude de chaque type donc de ces différentes donc douleurs. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Vous arrivez à suivre? Docteur, quels sont les prodromes qu'on peut voir dans une migraine? On va voir tout de suite, on va analyser, passer sans tarder à l'étude de chacun de ces types, donc en détail. On va tout de suite vous répondre. Merci, docteur. D'accord. Donc, tout d'abord, on va étudier donc les algies vasculaires de la face et du crâne. On va prendre comme premier type à étudier donc les migraines, qui est un type, donc c'est les migraines c'est quoi? C'est des algies d'origine vasculaire, d'origine primaire, donc du crâne, c'est des céphalées migraineuses. Donc c'est le type le plus fréquent. La migraine, elle survient sur un terrain particulier. C'est une pathologie très fréquente de la femme jeune, ça c'est connu. De la femme jeune, il y a souvent, on retrouve à l'interrogatoire, maintenant à chaque fois qu'on va étudier un type séparément, on va reprendre les éléments de l'anamnèse qu'on vient de décrire. Comme ça, pour que les choses soient encore plus claires. Donc, ça survient généralement sur un terrain familial, donc bien connu de migraineux. Il y a d'autres membres migraineux dans la famille. Il y a également un terrain d'atopie qui est fréquemment signalé chez les malades. Et puis, un facteur psychologique déclencheur, le plus souvent, c'est l'anxiété. Donc, c'est quoi l'accès migraineux? C'est des accès répétitifs de céphalées. C'est des céphalées donc, qui sont d'intensité, de fréquence et de durée variable. Ça varie d'un patient à un autre, mais elles sont le plus souvent, elles surviennent de façon, en termes de fréquence, en termes de durée et de siège, d'une façon assez stéréotypée pour le même patient. Il connaît sa migraine, elle siège le plus souvent à tel endroit. Le plus souvent, elle dure, par exemple, 4 heures. Il sait quoi faire lors de cet accès. Qu'est-ce qui va la soulager? Il sait quoi faire. Et puis, elles sont associées le plus souvent à des signes neurovégétatifs tels que des nausées et des vomissements. Ça, c'est l'accès, quel que soit le type. Parce qu'il y en a en fait 3 grands types d'accès migraineux. Il y a l'accès migraineux simple. C'est le type qu'on vient de décrire, c'est un accès migraineux simple. Il est simple ou pas en fonction qu'il y ait autre chose. Vous vous rappelez de votre examen neurologique, je vous ai dit, il faut chercher
est-ce que l'examen neurologique, votre examen il est normal ou est-ce qu'il y a des signes neurologiques déficitaires dits focaux? Donc, lorsqu'il y a des signes neurologiques de focalisation qui peuvent précéder ou accompagner la céphalée migraineuse, on parlera de l'aura. Ces signes neurologiques, ceux qui accompagnent la douleur, la céphalée, ça s'appelle l'aura migraineuse. En fait, on va voir l'aura migraineuse et puis on a un troisième type qui est la migraine compliquée. Comme ça, et juste à titre de précision, que la migraine, dans tous les cas, elle peut se compliquer dans certains cas, donc carrément d'un AVC ischémique. Donc, la migraine simple, la céphalée migraineuse simple, ou elle est dite sans aura, c'est-à-dire c'est une migraine dont on vient de décrire les caractéristiques de la migraine simple. C'est une migraine qui n'est pas accompagnée de signes neurologiques focaux, ni précédemment à la crise, ni pendant, ni après la crise. En fait, c'est le type le plus fréquent. Les prodromes sont généralement, on voit venir les patients migraineux, si vous les interrogez, ils vont vous dire qu'on sent la crise venir, on la voit venir, ils savent. Donc, généralement, c'est une sensation, ils sont mal à l'aise, avec surtout des troubles de l'humeur qui sont fréquemment signalés et une tendance dépressive et anxieuse. Puis l'accès, il viendra d'une façon progressive, soit le matin au réveil, au cours de la journée ou après, donc une journée par exemple fatigante avec l'effort, il se déclenche. Le siège de la douleur, c'est souvent l'hémicrâne. Et je vous ai dit, c'est variable d'un patient à un autre, mais c'est assez stéréotypé pour le même patient. Habituellement temporal, on peut avoir pariétal, occipital ou tous les hémicrânes. Donc, ça peut être diffus à l'hémicrâne ou bien localisé, par exemple la région temporale uniquement. Donc, le type, c'est une douleur vasculaire et donc c'est une douleur qui est pulsatile. L'intensité, généralement, elle s'élève progressivement, elle atteint un maximum, puis en plateau, et ça dépendra d'autres facteurs aggravants. Si le patient, il se repose pas, il continue à recevoir ces facteurs aggravants, la lumière, le bruit, l'effort, ça va que en s'aggravant. Et pour cela, donc, elle s'accompagne donc d'une photophobie, d'une phonophobie. Et donc, le patient, il aura besoin de restreindre son activité, de se reposer pour qu'il y ait un petit peu une accalmie de la douleur. Les signes associés, ce sont des signes neurovégétatifs et vasomoteurs, donc des nausées, des vomissements, une rougeur, parce que c'est une douleur, il y a de la vasomotricité, une vasodilatation, il y aura des rougeurs, une rougeur de la face, une hyperémie conjonctivale et une pâleur, au contraire, des fois, c'est une pâleur intense. Donc, le maximum douloureux est atteint au bout de 2-3 heures, voire 4 heures. La douleur, en général, elle peut durer de 4 heures jusqu'à quelques jours, 3 jours en général. Et puis, elle cède et elle s'améliore très, très bien. Donc, au sommeil, elle est marquée, la fin de la crise, généralement par une crise de polyurie. Ensuite, on va passer au deuxième type de migraine, c'est la migraine avec aura. La migraine avec aura, je vous ai dit que l'aura migraineuse constitue un ensemble de signes neurologiques focaux qui sont, j'insiste bien, ils sont transitoires. Ils sont transitoires, ils peuvent précéder ou accompagner donc la céphalée. Ensuite, ils disparaissent progressivement avec la disparition de la céphalée jusqu'à donc disparaître totalement. Ces signes neurologiques focaux peuvent intéresser donc la vision, c'est ce qu'on appelle la migraine ophtalmique et c'est un type qui est fréquent dans l'aura migraineuse, dans la migraine accompagnée ou migraine avec aura, la migraine ophtalmique qui est
donc représentée, qui est caractérisée par la vision donc anormale de scotum, de points scintillants lumineux au niveau, c'est des troubles du champ visuel. Ces points qui sont au début, ce qu'on appelle les scotums, ils sont au début scintillants lumineux, ils vont devenir aveugles, anopsiques. C'est des amputations en des points du champ visuel. C'est un phénomène donc fréquent qui caractérise la migraine ophtalmique ou l'aura migraineuse ophtalmique. L'aura migraineuse peut toucher également d'autres fonctions neurologiques, à savoir la sensibilité et le langage, c'est l'aura sensitive. L'aura sensitive est caractérisée par, elle est sensitive, c'est des troubles de la sensibilité, généralement à type d'engourdissement, de fourmillement. Donc, hypoesthésie, donc du membre supérieur s'étendant à l'hémiface également et l'hémilangue et s'accompagner d'une dysarthrie, donc des troubles du langage et qui sont de siège contralatéral, donc à la céphalée. Disons la céphalée est à droite parce que c'est des phénomènes vasculaires. C'est comme dans l'AVC, c'est des phénomènes vasculaires, donc la disposition, elle est toujours contralatérale. Donc, quand il y a une atteinte de la sensibilité, donc la disposition, elle est contralatérale par rapport au siège du vaisseau qui souffre de cette vasodilatation. Et puis qui va donc disparaître au bout de 30 à 60 minutes progressivement. Progressivement, ça peut précéder donc ou accompagner, venir avec la céphalée et puis elle va vers l'amoindrissement jusqu'à la disparition totale. Donc, c'est des signes transitoires. Quand je dis des signes neurologiques focaux, le premier diagnostic qui vient à notre tête, c'est quoi? C'est l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Il y a l'accident vasculaire cérébral transitoire. Ce type donc de migraine avec aura, il pose un problème de diagnostic différentiel avec l'AIT. C'est l'accident ischémique transitoire. Donc pour ça, je vous ai dit au début que l'examen neurologique il doit être minutieux, que les antécédents du patient ils doivent être analysés au moindre doute. Je préfère d'évoquer le diagnostic d'un AIT par excès que d'évoquer une migraine et ne rien faire, parce que les thérapeutiques, ça va soulager dans tous les cas. Ça soulage la migraine, ça soulage un AVC. C'est des vasodilatateurs, c'est des thérapeutiques donc qui soulagent la douleur. Elles sont antidouleurs. Mais on risque, il ne faut pas passer à côté d'un diagnostic urgent qui peut donc engager un pronostic fonctionnel et même vital par la suite. Donc, ne pas hésiter à faire de l'imagerie quand le contexte donc, il le suggère. Et puis, pour cela, il y a également ce troisième type de migraine qu'on appelle la migraine compliquée. En fait, c'est des signes neurologiques déficitaires d'ordre moteur. Donc moteur des membres. Donc, un déficit moteur, c'est la migraine donc hémiplégique. Donc, également, si ça ne régresse pas, là, vraiment, on craint donc la survenue d'un accident vasculaire ischémique, donc constitué et non pas transitoire. Il y a également la migraine au niveau du crâne. Ces douleurs, c'est des douleurs qui siègent au niveau de la face, ce qu'on appelle des algies vasculaires de la face. Donc, contrairement à la migraine, on va les étudier de façon opposée à la migraine. La migraine, ici, le terrain, c'est un homme jeune. La migraine, c'est la femme jeune généralement, mais ça peut également, ça touche l'homme. Mais là, c'est un homme, c'est typiquement un homme jeune. Contrairement à la migraine, le début, il est progressif, précédé de prodrome. Ici, le début, il est brutal. Il est plutôt brutal. Et qui est d'emblée maximale et intense.
et il est suraigu, il est fulgurant. On dit que sur ce début que c'est comme un tonnerre dans un ciel serein. C'est vraiment la douleur insupportable plus qu'une migraine. Le siège, il est principalement au niveau de l'œil. Il est oculaire, orbitaire, rétro-oculaire, rétro-orbitaire et qui va s'étendre généralement au niveau de la région temporale. Et le tronc, il est orbito-temporal, généralement, c'est le plus fréquent, il est orbito-temporal, mais ça peut prendre jusqu'à l'hémicrâne, tous les hémicrânes. Donc, la douleur, elle est faciale, elle peut déborder au niveau du crâne et même l'hémiface, dépassant donc le territoire du trijumeau, mais elle est strictement une notion importante qu'elle est strictement donc unilatérale. Alors, le type, c'est une douleur transperçante, déchirante, avec une sensation d'écrasement et de brûlure. Elle est fulgurante, c'est le type de douleur fulgurante. Donc, la douleur, la répétition dans le temps et l'évolution des accès des paroxysmes douloureux, elle se fait sous la forme de crises, plus de 3 crises donc par jour. Chacune, elle dure en moyenne de 30 minutes et elle peut perdurer pendant des semaines. Imaginez 2 à 3 mois de douleur pareille, insupportable, se répétant par accès répétitif, plus de 3 accès par jour, pendant plusieurs jours et pendant plusieurs semaines, durant quelques mois. Et c'est une douleur suraiguë, fulgurante, très intense. Elle est orbito-temporale, mais elle est strictement unilatérale, elle peut s'étendre à l'hémicrâne. Les signes accompagnateurs, puisque c'est des douleurs d'origine vasculaire, vasomotrice, donc il y aura des signes, des troubles vasomoteurs, une rougeur de l'hémiface, une injection, un larmoiement, une rhinorrhée, obstruction nasale, et voire même un syndrome de Claude Bernard Horner, parce que elle peut s'accompagner d'un ptosis, rougeur, larmoiement, parce qu'il y a des phénomènes vasomoteurs. Il y a de la vasodilatation sous-jacente. Regardez, en analysant les caractéristiques, on peut déjà le siège. Est-ce que c'est l'œil? Et c'est très caractéristique. Quand vous voyez ça, on va voir la douleur trigéminale. Certaines, ils peuvent donc la confondre avec une douleur trigéminale. Regardez. Mais celle-là, le trijumeau, c'est une douleur faciale, purement au niveau de la face. Parce que le trijumeau, son territoire d'innervation est uniquement au niveau de la face. Il n'innerve pas le crâne. Mais ça, c'est un type de douleur qui peut s'étendre. C'est une douleur de la face. Elle est orbitaire, principalement de l'œil. Il se plaint, il tient son œil, le patient qui souffre d'une algie vasculaire de la face, un homme jeune, il tient son œil avec la main. C'est une douleur contrairement à la migraine et c'est facile. Elle est facile à distinguer d'une migraine. La migraine n'est pas si intense que ça et la migraine, elle est soulagée. Le migraineux, il cherche le repos, il cherche le calme. Il est au contraire, c'est vrai que ça angoisse également, mais il a cette tendance dépressive. Il est très pâle, le migraineux. Il a la tendance à s'isoler, alors que au cours de l'algie vasculaire de la face, le patient qui en souffre, il aura la tendance à faire les 100 pas. Il va et vient tellement qu'il est angoissé. Il aura même donc avoir donc des attitudes et des comportements anormaux, par exemple se frapper. Vous en avez déjà entendu parler, je pense, quelqu'un qui se frappe la tête contre le mur tellement que la douleur, c'est ce qu'il vous dit, c'est ce que son entourage vous dit. Donc, il frappe sa tête contre le mur, se frappe la tête, donc tellement que la douleur, elle est vraiment insupportable. C'est ça, c'est le type, vraiment, si vous voyez le malade, vous allez dire ça, c'est une douleur vasculaire. Vous voyez un migraineux, il ne peut pas bouger, il compte le pas.
il le passe, ça lui coûte, c'est un effort, ça aggrave la céphalée, il est comme ça, il a la tendance à fuir le bruit, à fuir la lumière, il s'isole dans une pièce obscure, ça c'est le migraine. Très bien. Et puis la névralgie essentielle. Je vous ai dit, pour faire la différence, donc le terrain, c'est la femme névralgie, mais également on a chez l'homme, mais le plus souvent, ça, on parle du plus fréquent. Chez la femme d'un certain âge, l'âge moyen de la ménopause, c'est des paroxysmes qui sont récurrents. La particularité de la douleur, je dis bien essentielle, c'est un type de douleur primaire. Elle n'est pas d'origine vasculaire, elle est d'origine neurologique. Comme son nom l'indique, névralgie, essentielle, elle est primaire, c'est sans cause, c'est sans cause. Le nerf, il est stimulé de lui-même, il va se mettre donc à émettre donc des décharges électriques qui sont ressenties sous la forme de douleurs, des décharges électriques, c'est ça. La douleur du trijumeau, il vous dit, je ressens de l'électricité, c'est électrique. Malade, il le décrit. C'est un coup de couteau, c'est un broiement, c'est insupportable également. Parmi les grandes douleurs, la douleur trigéminale. Donc, elle est unilatérale. La douleur essentielle, elle est sans cause. Ça atteint donc un seul côté. Elle est unilatérale. Elle touche souvent une seule branche du trijumeau. Et la branche la plus fréquemment atteinte, c'est le V2. C'est la deuxième branche qui est la maxillaire, donc supérieure, donc qui innerve la lèvre supérieure. Vous pouvez donc imaginer le siège de la douleur. Donc la lèvre supérieure, l'aile du nez, la gencive supérieure. Donc, et parfois deux branches, rarement l'ophtalmique. L'ophtalmique, elle est rare. Alors que dans la névralgie, la douleur vasculaire de la face, l'œil, la douleur, elle est orbito-temporale. Donc, le trijumeau, c'est souvent le V2. Et puis, on peut avoir deux branches qui sont atteintes rarement. Donc, les trois branches, ça peut se bilatéraliser. Donc, pareil, la durée des accès, c'est des accès qui sont angoissants, ça altère la qualité de vie des patients parce qu'ils se répètent plus de 3 accès par jour. L'accès, il dure de quelques secondes à quelques minutes pendant quelques heures, quelques jours à quelques semaines. Généralement, quand c'est essentiel, on dit que c'est essentiel, c'est sans cause, il arrive à dormir. Mais quand il y a la névralgie du trijumeau, on va voir secondaire, elle est encore plus agaçante comme douleur. C'est vraiment, mais généralement, le sommeil, ça a à prendre avec à la personne. Moi, je dirais, elle est insomniante parce que c'est une douleur neurologique. C'est névralgie, c'est quelque chose de très intense. C'est de l'électricité. Vous ressentez, imaginez de ressentir donc des décharges électriques continuelles qui évoluent par accès. Vous aurez la tendance à attendre l'accès, à attendre qu'il survienne parce que c'est tellement angoissant et douloureux. Les facteurs donc déclenchants, puisqu'elle est essentielle, généralement, il y a la stimulation d'une zone. C'est le V2 qui est le plus souvent atteint, le maxillaire supérieur. Certaines zones, qu'on appelle la zone gâchette, c'est comme un bouton. Lorsqu'elle est stimulée suite à une mastication, la parole, il y a déclenchement de cette douleur. Donc, les signes accompagnateurs, donc du côté donc de la douleur, il y aura un spasme musculaire parce que le trijumeau, c'est un nerf qui est principalement sensitif, mais également moteur. Il est responsable de la mastication. Donc, il y aura une contraction des muscles au niveau de la face concernée, de la partie concernée, c'est ce qu'on appelle le tic douloureux, donc de la face, et également des phénomènes vasomoteurs, il y aura de la rougeur et du larmoiement. Et une nuance est le point le plus important à retenir dans la névralgie essentielle du trijumeau, c'est que l'examen neurologique, il est strictement normal. Quand je parle l'examen neurologique du nerf, parce que la douleur, vous allez voir l'examen neurologique en détail, donc la douleur, c'est un signe fonctionnel, c'est un signe subjectif, c'est une atteinte de la sensibilité.
C'est un signe subjectif, sensitif, subjectif, fonctionnel rapporté par le malade. Mais nous aurons à faire des tests de la sensibilité, ce qu'on appelle les tests objectifs. On va étudier la sensibilité de la face par les tests, la sensibilité au tact, la sensibilité à la douleur, et de façon comparative et bilatérale entre les deux hémifaces. Dans la douleur essentielle, elle est dite essentielle parce que l'examen neurologique, il est strictement normal. C'est juste une sensation subjective que le patient éprouve, mais nous, lors de notre examen neurologique, on ne trouvera aucune anomalie du nerf 5, le trait jumeau, c'est-à-dire il n'y aura pas d'hypoesthésie, une diminution de la sensibilité dans le territoire de la douleur, il n'y aura pas de trouble moteur, de la mastication, il n'y aura rien. OK? C'est bon pour tout ce qui est la partie des algies primaires, vasculaires ou neurologiques, oui. Je vous disais pour la névralgie essentielle, est-ce que vous pouvez remettre la diapo d'avant? D'accord. Dans la durée, vous avez écrit tout en respectant le sommeil. Donc, oui, mais je viens de vous expliquer. Respectant ce sommeil, c'est ce qu'on dit de façon théorique. Mais une douleur, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, la névralgie, c'est quelque chose parce qu'on attend, on est tellement angoissé, on sait que l'accès douloureux névralgique, il va se répéter, il est tellement si électrique et tellement si fulgurant en coup de couteau qu'on ne peut pas dormir. Généralement, on ne peut pas dormir. C'est pire, encore plus douloureux, plus insomniante quand la névralgie est d'origine secondaire. D'accord. Merci. Okay. Merci. Donc, retenez insomniante dans tous les cas. Comme ça, pour éviter toute confusion. OK, on peut continuer. On va passer maintenant. Très bien, merci. On va passer aux douleurs donc d'origine secondaire. Les douleurs symptomatiques, dites symptomatiques. Symptomatique veut dire quelque chose de secondaire. Symptomatique à quelque chose, à une atteinte organique, non pas à un trouble fonctionnel, et elle n'est pas sans cause. Donc, il y a quelque chose, ça cache quelque chose. On va d'abord voir les algies de la face secondaire ou symptomatique, ensuite les algies crâniales symptomatiques. Donc, pour ce qui est de la face, on avait vu les structures sensibles de la face. Toute atteinte, le principe général, donc toute atteinte des structures sensibles de la face, une atteinte organique par un processus infectieux, sinusite, otite, rhinite, un processus tumoral, un cancer du cavin, par exemple, une tumeur, je sais pas, une tumeur comme ça au niveau de la face, de la langue. C'est douloureux, c'est douloureux. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire par symptomatique, c'est-à-dire elle est secondaire à une cause locale, une uvéite, inflammation de l'œil, de l'UV, du segment antérieur, uvite antérieure, postérieure. Donc, c'est douloureux. Un œil rouge douloureux, un glaucome, une hypertonie oculaire, la crise d'hypertonie, ce qu'on appelle le glaucome, elle est douloureuse. Une pulpite, une alvéolite dentaire, la rage de dents, c'est douloureux. Ça, c'est clair et c'est facile, je suppose. Il y a tout un contexte qui oriente vers la douleur. Elle est localisée, il vous décrit la douleur. Très bien. Et puis, revenons à la névralgie trigéminale. Maintenant, elle n'est pas essentielle, elle est dite symptomatique parce que ça cache une cause. La différence avec la douleur essentielle, c'est que ce type peut survenir à n'importe quel âge parce qu'il y a une cause. Par exemple, une tumeur qui comprime le nerf, une sclérose en plaques, des lésions inflammatoires sur le trajet du nerf, ça peut provoquer donc la douleur et la démyélinisation du nerf. Donc, et par rapport au siège, on avait dit pour l'essentiel que ça touche le plus souvent donc la deuxième branche, la maxillaire supérieure, parce qu'il y a souvent, c'est en rapport avec la stimulation d'une zone gâchette ou trigger zone.
Donc, c'est là, donc ce type de douleur, il peut siéger à n'importe quelle branche, voire deux branches, mais il est fixe, puisqu'il y a une cause. Disons que le nerf est comprimé à tel endroit. C'est que le siège, il va rester fixe, toujours fixe. Elle ne va pas changer. Elle ne va pas s'étendre aux autres. Par exemple, on va dire qu'elle va occuper la branche ophtalmique. Elle va rester, le siège de la douleur, il va rester au niveau du territoire du V1. Il ne va pas s'étendre parce qu'il y a une cause locale précise. À cet endroit, il y a le problème. La cause, elle n'est pas fonctionnelle. Et puis, l'évolution des accès, je vous ai dit au début, quand c'est permanent, il faut se demander au patient, est-ce qu'il y a un fond chronique? Donc, la douleur qui est symptomatique et secondaire, elle ne cède jamais complètement. Il va y avoir toujours un fond chronique douloureux sur lequel il va y avoir des exacerbations de cette douleur. Et bien sûr, elle ne respecte pas le sommeil. C'est vraiment le type de douleur très insomniante devant. Et surtout, il n'y a pas de zone de gâchette. Pour ne pas. Donc, la zone de gâchette ici, ça n'a rien à voir avec la stimulation. C'est une douleur spontanée parce qu'il y a quelque chose au niveau donc qui se passe à n'importe quel point quelconque donc du trajet donc du nerf du trijumeau. Comme vous savez, le trijumeau, il naît où? Au niveau donc de la protubérance. Au niveau du tronc cérébral, il a tout un trajet donc au niveau du tronc cérébral, l'angle ponto-cérébelleux jusqu'au ganglion de Gasser, il va se subdiviser en ces trois branches. Donc, il n'y a pas de zone de gâchette. Elle n'est pas extensive, il est fixe. On avait dans l'analyse sémiologique, c'est ça, fixe, ou elle peut s'étendre. C'est là la douleur vasculaire. Regardez, l'algie vasculaire de la face, elle peut s'étendre, on avait dit, jusqu'à l'hémicrâne. Mais c'est là quand la douleur, donc la névralgie trigéminale, elle est secondaire à une pathologie organique, elle est vraiment fixe, elle n'est pas extensive. Elle vous dit, voici le siège du problème. Allez explorer cet endroit, donc du trajet, donc du nerf. Et surtout, un élément très important à préciser, et j'insiste sur ça, que l'examen neurologique, c'est un élément primordial qui permet la distinction entre les deux types avec vraiment certitude, c'est que au cours de la névralgie trigéminale secondaire ou symptomatique, il y aura nécessairement donc des anomalies donc objectives de l'examen neurologique, donc du nerf 5, du trijumeau au niveau de la face, c'est-à-dire une hypoesthésie. Il y a une douleur, mais à l'examen, la sensibilité de la face, elle est réduite. Une asymétrie entre les deux hémifaces de réponse, c'est ça. Et ça, c'est considéré comme un signe neurologique focal. Ça, c'est un signe neurologique focal. C'est que le nerf 5, il est atteint de façon organique, non pas fonctionnelle. Donc, on sait que le réflexe cornéen également est sous la dépendance donc du nerf du 5 sur le versant de la sensibilité, vous allez voir ça, il va y avoir une abolition donc du réflexe cornéen qui est la réponse à la menace, au clignement. Donc, à la menace, quand on met un bout de coton, on va essayer donc de stimuler la cornée, la conjonctive. Donc, normalement, le réflexe normal, c'est un clignement de menace. Et là, il va y avoir une abolition du réflexe cornéen. Cette abolition, elle atteste de l'abolition de la sensibilité, de l'atteinte de la sensibilité du nerf au niveau de ce territoire. Et atteinte du nerf 5 moteur, c'est la mastication. C'est ça. Ça, c'est le témoin qu'il existe donc une cause qu'il faudrait rechercher dans le cadre de l'urgence. Qu'est-ce que ça peut être comme cause? Je vous ai dit, donc, il faut chercher une anomalie sur n'importe quel point du trajet du nerf à partir du tronc cérébral, l'angle ponto-cérébelleux, le ganglion de Gasser
ou une lésion des branches au niveau du nasopharynx. Par exemple, une sclérose en plaques, une tumeur, c'est la compression. Sclérose en plaques, la démyélinisation du nerf. Le ganglion de Gasser, on sait bien que c'est le siège où le virus, c'est de tropisme pour le virus varicelle zona. Il va rester et au niveau du ganglion, il va coloniser le ganglion et s'enquister à ce niveau-là, donc au niveau lors du zona. Et là, on peut avoir de la douleur, vous pouvez l'imaginer, c'est une douleur secondaire trigéminale. Et puis également au cours du cancer du nasopharynx. Puis, on va passer aux céphalées. Maintenant, les douleurs qui siègent au niveau du crâne et qui sont secondaires. Une douleur qui siège au niveau du crâne, qui est donc d'origine secondaire, c'est pas une migraine, donc c'est des diagnostics différentiels en fait des migraines. Donc, on a d'abord les douleurs projetées. Par exemple, quelqu'un, nous avons tous vu et eu nous-mêmes, donc des sinusites. Une sinusite, ça peut se manifester sous la forme donc d'une crise migraineuse, alors que le problème, il est sinusien. Donc, c'est ce qu'on appelle la douleur projetée au niveau du crâne, alors que l'origine de la douleur, c'est la face, c'est les sinus. Okay. Au lieu de se plaindre ici, par exemple, le sinus frontal, il a mal au niveau pariétal, tout le crâne, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ce qu'on appelle la douleur projetée. La crise de glaucome également, le glaucome, ça peut également donner une douleur au niveau également du crâne. C'est ce qu'on appelle donc les douleurs projetées. En plus, et c'est des diagnostics différentiels à prendre donc très au sérieux, par exemple devant une migraine, même si le patient il est connu déjà pour une migraine. Pour ça, il est toujours utile qu'à chaque contact, à chaque crise, chaque contact avec le patient migraineux, lors de ces crises récurrentes, récidivantes, il faut toujours répéter, réitérer les questions et l'interrogatoire. Est-ce que c'est assez stéréotypé? Est-ce que c'est habituel? Quand est-ce qu'on aura à donc sonner l'alarme? C'est quand la crise, elle change d'intensité, la douleur, elle change d'intensité. Elle change, par exemple, de durée, d'intensité. Elle s'accompagne d'autres signes. Et que le patient, qu'il y ait d'autres signes, une HTIA, autre chose. Et sur certains terrains particuliers, un sujet hypertendu, il peut être migraineux, mais on sait que le sujet hypertendu, il est plus à risque que quelqu'un de migraineux non hypertendu à faire un AVC hémorragique, ischémique. Une femme migraineuse qui prend de la pilule œstroprogestatif, et c'est quelque chose qu'on doit rechercher également à l'interrogatoire, les médicaments. Tout ça, elle est plus à risque, par exemple, de faire un AVC, une thrombose veineuse cérébrale, qu'au lieu de considérer lors d'une poussée d'un accès X migraineux, c'est plus facile de dire que c'est une migraine parce qu'elle est connue pour une migraine qu'autre chose. Mais il faut analyser le contexte global de la malade. Or, on sait par exemple, la femme jeune sous contraception, peut-être elle vient d'accoucher en postpartum, elle a plus de risques à faire que l'éventualité diagnostique devant cette céphalée soit une thrombose veineuse cérébrale qu'une migraine. Ça serait plus comme éventualité de 1 et de 2, ça serait plus urgent et plus judicieux d'évoquer un diagnostic plus grave et aller l'infirmer ou le confirmer que d'évoquer quelque chose de plus banal pour laquelle on va faire qu'un traitement, donc administrer qu'un traitement symptomatique. C'est ça donc l'idée. Donc l'origine neurologique de la céphalée secondaire, ça peut être quoi? Donc il faut toujours penser à une méningite, faire l'examen neurologique, rechercher un syndrome méningé, une raideur méningée, des signes d'HIC, signes de Kernick, signes de Brudzinski, tout ça vous allez les voir en détail dans l'examen. Une hémorragie méningée également, il y aura un syndrome également méningé qui n'est non fébrile généralement par rapport à une méningite infectieuse. Une hypertension intracrânienne, HIC, les signes d'HIC, ce sont les céphalées, photophobie,
des vomissements faciles en jet, l'attitude en chien de fusil, tout ça. Un traumatisme crânien, même ancien, chez le sujet âgé, attention aux accidents donc hémorragiques. Et une origine vasculaire, et là, une étiologie particulièrement intéressante donc à évoquer devant une céphalée inhabituelle, même si le patient va dire que c'est parce que la migraine, c'est quelque chose de fréquent. Sur un fond de migraine, le patient, il a le droit de faire des choses avec ça, avec le temps, avec l'évolution, avec le vieillissement, avec les différentes tares qui viennent se surgreffer avec le temps, les médicaments. Donc, un sujet âgé plus de 50 ans qui présente une céphalée, et classe, même s'il est migraineux. Par exemple, pour ça, il est important, je vous ai dit, de poser la question, est-ce que c'est habituel par rapport, la migraine, généralement, c'est assez stéréotypé. Mais à chaque fois que vous apercevez qu'il y a le moindre changement des caractéristiques de la céphalée pour le malade, il vous dit, mais d'habitude, lorsque je m'isole, je me repose, ça va. Mais là, ça prend de l'ampleur, de plus en plus d'ampleur. Elle est associée à d'autres signes, par exemple de la fièvre, une altération d'état général. Toute céphalée, parce qu'il y a une règle qui dit, toute céphalée, donc inhabituelle, chez un sujet âgé plus de 50 ans, doit faire évoquer un diagnostic précis. C'est ce qu'on appelle donc l'artérite de Horton. Une vascularite. C'est une vascularite qui touche l'artère temporale. C'est une vascularite des gros vaisseaux, une inflammation de l'artère temporale. C'est l'artérite temporale de Horton. C'est un diagnostic urgent, c'est quelque chose de très urgent. Je préfère de l'évoquer, déjà de l'évoquer et faire et suivre tout le processus afin de l'infirmer ou de le confirmer, afin de pouvoir établir une prise en charge adéquate pour le malade, que de passer à côté et dire que c'est une migraine parce que le patient, c'est une artérite, le patient, il risque la vue, il risque la cécité. Il risque la cécité unie, voire bilatérale. Il risque un AVC parce que c'est une atteinte inflammatoire des vaisseaux et que le traitement, ce n'est pas du tout le même avec ce qu'on considère une migraine banale. OK. Et puis, il y a des causes générales qui peuvent être à l'origine de céphalées. Donc, c'est le contexte. Il faut bien analyser votre patient. Depuis les prises médicamenteuses, le contexte cardiovasculaire, les antécédents hématologiques, les antécédents neurologiques, tout le contexte, votre examen neurologique et votre examen général extra-neurologique. Donc, un pic hypertensif, je vous ai dit, ça peut aller de la simple céphalée réactionnelle jusqu'à l'AVC ischémique, l'AVC hémorragique, l'encéphalopathie hypertensive avec un coma, une urgence hypertensive. De la simple élévation. Donc, c'est des signes neurosensoriels qu'on doit respecter. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la prise en charge, elle diffère au cas par cas. Un simple pic hypertensif avec des signes neurosensoriels, c'est normal d'avoir des céphalées, un petit vertige au cours d'un pic hypertensif. C'est pas méchant. Et que le traitement, ce n'est pas le même qu'au cours d'un AVC ischémique ou un AVC hémorragique ou encore une encéphalopathie hypertensive avec coma. Donc, une anémie, il y a une hypoxie. L'hypoxémie, c'est la baisse d'oxygène en vrai. L'anémie, qu'est-ce qui se passe au niveau sanguin? Et le cerveau, on en a besoin pour bien fonctionner. Les céphalées, suite à l'anémie, céphalée vertige, c'est le syndrome anémique, c'est normal. Une polyglobulie, peut-être que le problème, il est vraiment, regardez, une polyglobulie, c'est quelque chose au niveau du sang, c'est l'élévation des globules rouges qui sont en excès ou encore une hyperleucocytose. En tout cas, ça va provoquer une hyperviscosité sanguine. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'hyperviscosité sanguine. Donc, les céphalées font partie du syndrome d'hyperviscosité sanguine. Céphalée, vertige, c'est des troubles neurosensoriels. C'est ça, au cours des hypoxies, on peut avoir des céphalées réactionnelles, des hyperosmolarités, des troubles ioniques. Donc, les causes peuvent aller des causes vraiment
purement locales, des structures sensitives, vasculaires, méninges, les structures donc osseuses de la face, jusqu'aux causes les plus générales telles que polyglobulie, anémie, troubles ioniques. Et puis, on arrive à la fin, donc avec les céphalées qui sont d'origine psychogène, tout en restant. C'est un diagnostic qu'on évoque en fonction des contextes, en fonction des caractéristiques de la douleur, tout en restant toujours prudent en tout ce qui se concerne donc ce terme psychogène. Il faut rester toujours prudent, ne pas passer le message clé de ce cours, c'est de ne pas passer. Donc, il y a un premier message. L'objectif, c'est de distinguer les douleurs d'origine primaire et les douleurs, parce que c'est quoi le problème des douleurs primaires? La migraine, les algies vasculaires de la face, la douleur essentielle, névralgie trigéminale essentielle, en quoi ça dérange le patient et le médecin? Il faudrait soulager le malade. Traitement symptomatique de la douleur. Ça, c'est un autre palier. Donc, c'est ça. Ça me dérange. Je dois étiqueter. J'analyse bien les caractéristiques sémiologiques, j'étiquette. Et puis, je dois soulager le malade et je vois comment ça évolue. C'est ça, ça me dérange en ça. Et puis, les douleurs secondaires, ça me dérange sur le fait que ça soit déjà secondaire, qu'il y a quelque chose que je risque de passer, même si je dis que c'est primaire, ce n'est jamais acquis à 100%. Il faut avoir toujours la hantise d'une cause secondaire, que cette cause secondaire qui est exprimée sous la forme de céphalée, il faut savoir être prudent en se procédant à donc cette analyse minutieuse afin de dire que soit tranquillement que c'est primaire ou c'est secondaire. Quand c'est secondaire ou au doute, je dois explorer, je dois compléter la prise en charge afin de ne pas passer à côté d'une urgence qui peut être vitale, elle est vitale, l'urgence neurologique. Donc, c'est ça la grande hantise. Donc, pareil, le psychogène, c'est ce qu'on appelle les céphalées de tension qui surviennent généralement au réveil le matin. Elles disparaissent, ça c'est pas méchant, elles disparaissent. Une céphalée qui disparaît d'elle-même ou à la prise du paracétamol, un antalgique mineur. Donc, ça fait pas la céphalée qui fait peur lors d'une contrariété. Ensuite, il se repose, il va bien, c'est ça. Mais elles doivent toujours tout ce qui est, je vous ai dit, psychogène, il est à prendre avec beaucoup de prudence. C'est ça le message clé, ne pas passer à côté d'une urgence neurologique. C'est ça. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Merci, madame. J'espère que c'était clair. Oui, merci. Oui, madame, c'était clair. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bon courage. Merci, au revoir, madame. Merci. Merci, au revoir. Cent 129.